Terminator. Machine implacable que j'ai découvert un soir à la télévision, il y a fort longtemps durant les années 80. Et je fus alors complètement happé par l'intensité de l'histoire qui se déroulait devant mes yeux. Il faut dire que le film portait tout le talent d'un des meilleurs réalisateurs de sa génération dont les idées et le perfectionnisme sublimaient un récit qui, entre les mains de beaucoup d'autres, aurait été certainement intéressant, mais ne serait pas resté dans les mémoires tel que le fit son œuvre. Ah, comme je me rappelle avoir frémi jusqu'au dernier moment pour Sarah Connor face au Terminator. Et ce plan final, annonciateur de l'apocalypse en devenir. Et je peux vous dire que malgré les décennies qui se sont déroulées depuis, ces souvenirs sont restés particulièrement ancrés en moi. Bien sûr, c'est en partie pour cela que je désirais vous parler de ce film. Mais surtout, au-delà de mon propre ressenti, nous allons voir ensemble que cette œuvre est intéressante sur bien des aspects. Ne serait-ce que pour la maîtrise de sa boucle temporelle que je considère comme un exemple du genre. Et je vais bien sûr vous expliquer cela en détail dans cette vidéo, ainsi que de beaucoup d'autres choses. Mais parlons du film en lui-même avant de tirer tout un fil qui va même nous mener jusqu'à Doctor Who. Mais j'ai rien dit. Passons aux origines du projet d'abord. Donc Terminator est un film sorti au cinéma en 1984. Et oui, 40 ans au moment où je crée cette vidéo. Écrit et réalisé par le roi du monde James Cameron, qui entre-temps est devenu le réalisateur qui explose le box-office à chaque film, surtout depuis qu'il a décidé de faire joujou avec un gros bateau et un iceberg, mais qui à l'époque était un tout jeune réalisateur canadien qui n'avait alors qu'un long métrage à son actif, Piranha 2, à propos duquel on peut dire sans trop prendre de risques que ce n'est pas là qu'il démontra de quoi il était capable. Et justement, c'est durant la production de Piranha 2, qui disons fut un chouïa compliqué, que lors d'une nuit, entre fièvre et surmenage, il fit un intense cauchemar où il vit un torse métallique armé de couteaux se traînant hors d'une explosion. Bon sang, je devrais penser à noter mes rêves, si ça se trouve j'ai laissé passer plein d'idées géniales. Enfin bon, ce cauchemar le marqua, et il commença à élaborer une histoire qu'il voyait d'abord comme un récit d'horreur type Halloween, tournant autour d'un robot tueur. Décidément, on parle souvent de John Carpenter sur cette chaîne. De fil en aiguille, ce rêve devint donc un scénario, il raconte lui-même que parmi ses inspirations pour étoffer son idée, il y eut entre autres des éléments d'épisodes de la série Au-delà du réel. Mais n'allons pas trop vite, on va revenir en détail sur cela ensuite dans la vidéo. Après quelques galères, car alors il ne pesait pas bien lourd à Hollywood, et oui, ça a bien changé depuis, il finit par trouver un producteur, et ensuite vous connaissez certainement l'anecdote où après avoir rencontré Schwarzenegger, qui était en train de devenir le monsieur gros muscle des films d'action de l'époque, que le producteur voulait pour incarner le héros de l'histoire, James Cameron, qui n'en voulait tout simplement pas du tout pour son film, fut finalement inspiré par le charisme de l'acteur autrichien et eut l'idée complètement géniale de lui proposer le rôle du Terminator. Et j'ai envie de dire ce qui suivra appartient à la légende du cinéma. Concernant la suite du casting, Sarah Connor est incarnée par Linda Hamilton, tandis que Kyle Reese est interprété par Michael Biehn, qui ira se confronter aux aliens à nouveau aux côtés de James Cameron quelques années plus tard. Tandis que les effets spéciaux, excellents surtout compte tenu du budget du film, furent supervisés par Stan Winston qui deviendra un des meilleurs dans le domaine, particulièrement en ce qui concerne les créatures mécaniques sur plateau. On peut citer parmi ces magnifiques créations la reine des aliens dans Alien le retour justement, ou les dinosaures de Jurassic Park. Oui, parce qu'en plus Cameron est bon, mais il sait aussi s'entourer des meilleurs. Et ça, c'est aussi une qualité. Quant à la musique, qui vous restera dans la tête et participe beaucoup à l'ambiance très prenante et particulière du film, elle est signée Brad Fiedel. Pas très connu à part pour Terminator, mais au moins il nous aura fait une BO mémorable. Voici pour l'origine du projet et quelques éléments de production, mais passons rapidement au résumé car il y a beaucoup de choses à développer ensuite, et pour ceux qui se souviennent très bien du film, ou que ça n'intéresse pas, rendez-vous à 8 minutes, 18 secondes. Le futur. Les humains se battent contre de terrifiantes machines, mais ce n'est pas là que va se jouer le destin de l'humanité, mais dans le passé. Los Angeles, 1984. Dans un déferlement d'énergie apparaît un homme nu au physique herculéen, suivi peu de temps après par l'arrivée dans les mêmes conditions d'un autre homme également nu au physique plus classique. Alors que le premier agresse violemment 3 punks pour récupérer des vêtements, l'autre homme fuit devant la police et récupère de quoi se vêtir dans un magasin où il s'est caché, puis subtilise un fusil à pompe de la police avant d'arracher la page d'un annuaire dans une cabine téléphonique. Bon sang comme ce film est d'une autre époque. De son côté, l'homme au physique massif se rend dans une armurerie où il récupère un arsenal et liquide sans aucune émotion le vendeur. Désormais armé jusqu'aux dents, il récupère également une page d'annuaire téléphonique identique à celle récupérée par l'autre homme, puis part tuer froidement une femme dénommée Sarah Connor. Ailleurs dans la ville, on découvre alors une jeune femme pleine d'insouciance, dénommée également Sarah Connor, serveuse dans un restaurant et vivant en colocation avec une amie. C'est en regardant la télé plus tard dans un bar qu'elle découvre que 2 femmes nommées Sarah Connor ont été tuées, ce qui, on le comprend, ne la laisse pas indifférente. Le second homme est le premier à retrouver Sarah, qu'il suit alors qu'elle quitte le bar pour se rendre dans une discothèque. Elle utilise sur place un téléphone pour appeler chez elle, laissant un message à sa colocataire avant d'appeler la police. Sur les conseils du commissaire Traxler, elle ne bouge pas et attend l'arrivée des policiers, toujours surveillés par l'homme qui se tient à l'écart. De son côté, le premier homme, le colosse, est passé chez Sarah Connor où il a trouvé sa colocataire avec son copain, et s'étant débarrassé des deux, toujours avec la même impassibilité, découvre le message de Sarah Connor révélant où elle se trouve. Oui, c'est ballot. Arrivé dans la discothèque, il repère Sarah Connor et s'apprête à l'abattre mais se prend une série de coups de feu tirés par l'autre homme. C'est la panique,
et l'homme massif, bien qu'il ait pris de plein fouet plusieurs impacts, se relève et les tirs continuent d'être échangés entre les deux hommes. Alors que le tueur est mis hors d'état de nuire pour quelques instants, le second homme va vers Sarah Connor paniquée et lui dit « Viens avec moi si tu veux vivre ». Puis il s'enfuit alors que l'autre homme se relève à nouveau. Après avoir finalement réussi à le fuir, non sans mal, il se réfugie dans un parking où l'homme lui raconte qu'il est Kyle Reese, un soldat du futur, un futur où l'humanité fait la guerre à une intelligence artificielle qui tente de l'éradiquer. Il lui explique alors que l'autre homme est un Terminator, un robot recouvert d'un tissu organique afin de pouvoir se fondre parmi les humains, et qu'il est programmé pour la tuer, car elle est la future mère du chef de la résistance qui est en train de mener la victoire contre les machines. Doutant des propos de Kyle, ce qui est somme toute assez logique, Sarah finit quand même par accepter de le suivre. Peu de temps après, le Terminator retrouve leurs traces et une nouvelle course-poursuite en voiture s'engage, non sans que de nombreux coups de feu ne soient échangés. Les deux voitures finissent accidentées, et rejoints par la police, Sarah et Kyle sont arrêtés tandis que le Terminator semble s'être volatilisé. Au commissariat, Sarah apprend par le commissaire Traxler que sa colocataire et son copain ont été tués. De son côté, Kyle est interrogé en présence d'un psychologue, le Dr Silberman. Pour lui, tout ce que raconte Kyle sur le futur témoigne d'un délire. Et il faut avouer que si on avait été à sa place, on en aurait certainement pensé de même. Alors que Sarah se repose, le Terminator, portant tout un arsenal avec lui, pénètre dans le commissariat et fait un véritable massacre. Mais malgré tout, profitant du chaos créé, Kyle Reese réussit à s'échapper avec Sarah. Abandonnant la voiture avec laquelle ils ont pu fuir, Sarah et Reese finissent par rejoindre un motel où Reese explique à Sarah pourquoi il s'est porté volontaire pour la protéger, lui avouant son amour pour elle. S'ensuit alors une étreinte passionnelle entre les deux protagonistes. Bon, après faut comprendre Sarah. Entre le besoin d'évacuer la tension et un homme qui vous dit « j'ai traversé le temps pour toi », il y en a qui sont tombés sous le charme d'un homme pour moins que ça. Suite à cela, les deux amoureux s'offrent un petit répit durant lequel Kyle Reese montre à Sarah comment fabriquer des explosifs. Non mais c'est super romantique, ça a vachement plus de gueule que d'offrir un bouquet de fleurs. Hélas, Sarah commet l'erreur d'appeler sa mère, ce qui permet au Terminator de les retrouver, les obligeant de nouveau à fuir à bord d'une voiture volée, tandis que le Terminator les poursuit à moto. C'est une course pour la survie. Alors que de nombreux coups de feu sont échangés, Kyle finit par être blessé par un tir du Terminator que Sarah arrive finalement à percuter, l'envoyant dans le décor et provoquant également par sa manœuvre risquée le renversement de la voiture. Alors qu'elle sort Reese meurtrie de la voiture, le Terminator est percuté de plein fouet par un camion. Mais alors que le conducteur s'arrête, persuadé d'avoir tué quelqu'un, le Terminator s'en débarrasse et prend le volant pour continuer sa poursuite. De justesse, Kyle parvient à placer un explosif sur le camion qui part en flammes dans une énorme explosion. Le Terminator sortant de la cabine, totalement en feu, avant de s'écrouler. Sarah et Kyle pensent enfin être tranquilles. Mais le Terminator, désormais débarrassé de sa chair partie en fumée, sort des décombres et continue à les poursuivre. Kyle et Sarah réussissent à pénétrer dans une usine, toujours suivis par la machine implacable, et Kyle se sacrifie en faisant exploser le Terminator. Mais ce dernier, bien que gravement endommagé, n'ayant plus de jambes et un seul bras désormais, continue malgré tout de ramper vers Sarah, qui parvient de justesse à l'écraser sous une puissante presse d'usine. Le Terminator est cette fois définitivement détruit. Plus tard, on retrouve Sarah Connor au volant d'une Jeep en route vers le Mexique, le ventre rond d'une grossesse déjà avancée, s'arrêtant à une station-service. Un petit garçon la prend en photo pour se faire un peu d'argent, puis en regardant le ciel, le gérant lui dit qu'une tempête arrive. Sarah Connor, mélancolique, répond « Je sais » et part en direction de celle-ci. Alors, pour écrire Terminator, James Cameron, au-delà de son cauchemar et de son propre imaginaire, a eu différentes sources d'inspiration dont, tel qu'il a pu le dire lui-même, des éléments de la série Au-delà du réel. Pour rappel, Au-delà du réel fut une série TV d'anthologie, donc un format de série où les épisodes sont des histoires n'ayant rien à voir les unes avec les autres, qui fut créé à la suite du succès de la 4ème dimension, une série culte de science-fiction basée sur le même principe, qui participera beaucoup à la diffusion de la culture de science-fiction. Durant mes recherches, je n'ai trouvé aucune mention précise d'un épisode par James Cameron. Pour autant, Harlan Ellison, écrivain de science-fiction qui travailla également pour de nombreuses séries, dont Star Trek et Babylon 5, et qui justement écrivit aussi des épisodes d'Au-delà du réel, intenta une action contre le film, considérant qu'il était un des auteurs ayant servi de base pour le film. Et un accord fut trouvé, ainsi il est depuis mentionné au générique, en connaissance des travaux de Harlan Ellison. Alors vous allez me dire, c'est vague. Et c'est vrai que pour avoir fouillé le sujet, j'ai trouvé beaucoup d'éléments contradictoires. Bon déjà, il semble qu'Harlan Ellison était connu pour faire facilement des procès. Et après tout, si ça lui a permis de gagner de l'argent ainsi, pourquoi pas? On sait bien que tout auteur s'inspire de ce qu'il aime, et entre inspiration et plagiat, la frontière est souvent mince. Alors disons que sur un malentendu, ça peut passer. Ce qu'on trouve le plus souvent, c'est que Terminator serait inspiré d'un épisode ayant été écrit par Ellison nommé Le Soldat. Alors petite précision avant d'aller plus loin. On peut aussi spéculer sur les autres histoires de voyage dans le temps de Harlan Ellison, telles que son magnifique épisode de Star Trek, Contre-temps. Mais je vais uniquement m'attarder sur ce qui est très souvent cité comme ayant été l'inspiration de Terminator, sinon c'est un jeu sans fin. Alors forcément, j'ai été curieux de découvrir cette source de Terminator. J'ai donc regardé cet épisode et faut être franc, par rapport à Terminator, il y a vraiment peu de points communs, qui sont une guerre dans le futur et deux soldats de factions opposées qui voyagent dans le temps pour se retrouver en 1964. Voilà, c'est tout.
La guerre dans le futur n'est pas une guerre contre les machines, c'est un phénomène physique aléatoire qui provoque le voyage dans le temps, et il n'est absolument pas question de tenter de changer le futur, que ce soit en tuant ou protégeant une personne de 1964, ou en faisant quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Et une bonne partie du récit ne concerne que le premier soldat, qui est arrivé plus tôt dans le présent on va dire, le second soldat n'arrivant que vers la fin dans l'épisode, cherchant à retrouver l'autre parce que c'est son conditionnement de combattre l'ennemi. Le thème principal, c'est que les soldats sont des humains totalement endoctrinés pour faire la guerre. Le premier soldat se retrouvant justement face à des humains du XXe siècle, découvrant une autre manière de fonctionner, on va dire. Alors on pourrait se dire, ils se comportent comme des machines, mais bon, bof quoi. Donc vous voyez, on a le cas ambigu, qui arrive souvent, où deux histoires ont des points communs, certes, mais ont surtout énormément de différences. Et officiellement, rien n'affirme que c'est cet épisode qui aurait inspiré Terminator. Alors j'ai continué à fouiller, et j'ai trouvé deux épisodes étant régulièrement cités comme ayant des points communs avec Terminator. Et il se trouve que l'un d'eux fut également écrit par Ellison. Forcément, j'ai voulu en avoir le cœur net, et j'ai donc regardé La Main de Verre, qui nous raconte l'histoire d'un homme venant de 1000 ans dans le futur, poursuivi par des extraterrestres humanoïdes et équipé d'une main robot qui sait où l'humanité s'est cachée, pour échapper à l'invasion des extraterrestres précités. Mais il manque 3 doigts complétant son mécanisme pour qu'elle soit complètement fonctionnelle. Ouais non, pas de blague salace, l'histoire est déjà assez barrée comme ça. Notre protagoniste croise une femme qui, d'abord effrayée, finira par croire en son récit totalement incroyable, c'est le cas de le dire, avant de tomber amoureuse. Ouais allez, on va dire situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça plus tôt. Ayant récupéré les doigts manquants, non toujours pas de blague, et débarrassé de ses adversaires, il se souvient alors qu'il est un robot contenant en lui toute l'humanité stockée sous forme d'informations électroniques, et qu'il n'a plus qu'à attendre des siècles pour la libérer sur une Terre débarrassée de ses adversaires grâce à un nuage radioactif qui se sera dissipé d'ici là. Faut avouer que les ressemblances avec Terminator sont plus fortes que pour le soldat. Cette fois on a bien un voyage dans le temps avec l'idée que le futur se joue dans le présent, et il y a quelques éléments, un protagoniste d'apparence humaine qui se révèle être un robot, la femme qu'il rencontre qui finit par l'aider tomber amoureuse, qui effectivement mis dans un autre ordre peut constituer un squelette pour Terminator. Et effectivement, si on mélange cela avec des éléments de l'autre épisode, les affinités avec Terminator sont plus forts, et ça expliquerait peut-être la mention sur l'œuvre d'Ellison plutôt que sur une histoire en particulier. Après, sur ce principe, on pourrait fouiller les œuvres de plein d'auteurs et en prenant des bouts ici et là, on pourrait certainement recréer plein d'autres histoires. Et j'en ai eu la démonstration en regardant un autre épisode d'Au-delà du réel mentionné comme ayant des points communs avec Terminator. Cet épisode, nommé L'homme qui n'est jamais né, a déjà le titre, enfin bon. Donc cet épisode raconte l'histoire d'un spationaute parti en mission dans les années 60, qui se retrouve pris dans un vortex temporel, puis revient sur Terre 200 ans plus tard, y découvrant un monde dévasté et un humain difforme qui lui explique que la cause de tout ce désastre est un homme né 200 ans plus tôt. Le spationaute et le mutant repartent alors dans le passé en utilisant le passage temporel dans l'espoir d'empêcher ce drame, mais le spationaute meurt et le mutant se retrouve seul pour réussir sa mission. Revenu dans les années 60, il peut, grâce à des pouvoirs psychiques, persuader Autry qu'il est un humain d'apparence normale, et il retrouve la trace de l'homme ayant créé le virus, ou plus précisément, sa future épouse dans une pension de famille. Mais il se rend compte qu'il fait erreur, que le futur époux n'est pas l'homme qu'il recherche mais le père de celui-ci, et que la femme avec qui il a lié amitié est la mère du futur destructeur de l'humanité. Ouais, c'est cocasse, ça change des quiproquos bateau des soap-opéras. Après diverses péripéties, la femme finit par tomber amoureuse de lui et accepte de le suivre dans le futur. Mais durant le voyage il disparaît, car puisque la personne responsable de son futur n'existera jamais, lui-même n'est jamais né. C'est un épisode assez intéressant. Effectivement, ici l'idée qu'un être en devenir va faire l'avenir, et qu'on revient dans le passé pour changer cela, c'est clairement la même chose que Terminator. Alors tout l'habillage n'a rien à voir, les protagonistes, le déroulement de l'intrigue, c'est dans l'ensemble très différent de Terminator. Enfin du coup, vous voyez, la mention d'Ellison comme ayant inspiré Terminator, elle se révèle un peu abusive, surtout qu'il y a une histoire bien plus connue pour ressembler à Terminator. Vous ne voyez pas de quoi je parle ? Allez, c'est un comic sorti en 1981. Donc à peu près durant la même période où James Cameron fit son cauchemar, avec des personnages très connus, et qui fut même adapté au cinéma en 2014. J'ai même vu pas mal de personnes dire que le film leur rappelait Terminator à sa sortie. Non, sérieux, vous ne voyez pas de quoi il s'agit ? Bon allez, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il s'agit d'un épisode des X-Men, Days of Future Past, c'est-à-dire les jours du futur passé, connu en français sous le titre Futur antérieur. Et donc, le récit original de Days of Future Past, écrit par Chris Claremont et dessiné et coécrit par John Byrne, raconte ceci. Dans le futur, en 2013, oui en 1981 c'était le futur, une partie de la Terre est sous domination des Sentinelles, des robots géants qui, sous prétexte de lutter contre le problème mutant, ont pris le pouvoir aux États-Unis et veulent étendre leur domination sur toute l'humanité. Le programme fut déclenché suite à l'assassinat par des mutants du sénateur Robert Kelly. Un groupe de super-héros survivants en 2013, pensant que la seule solution est de changer le passé, parviennent à faire en sorte que Kitty Pryde, une X-Woman capable de passer à travers la matière, se retrouve mentalement dans son L de 1980 alors qu'elle est une jeune novice chez les X-Men. Dans le film, pour mettre en avant un personnage connu, c'est Wolverine qui revient dans son lui du passé. S'ensuit une suite de péripéties où, luttant contre la confrérie des mauvais mutants en 1981, les X-Men vont contrecarrer la tentative d'assassinat du sénateur Kelly, empêchant donc le programme Sentinelle d'être activé, changeant ainsi le futur. Enfin, si vous connaissez bien les X-Men, on va dire que le futur est plus compliqué que cela dans leurs histoires, mais on ne va pas explorer cela aujourd'hui. Alors oui, effectivement, l'idée essentielle, un futur où les robots dominent, et un retour dans le passé pour changer ce futur en protégeant la vie de quelqu'un, même si ce retour n'a pas lieu de la même manière,
on partage à nouveau des idées très proches. Et finalement, petit aparté parce que le but ici c'est de parler de Terminator 1 et pas du 2, mais en réussissant à modifier le futur, Days of Future Past est même encore plus proche de Terminator 2. Alors je n'ai pas trouvé de trace de James Cameron parlant de cette aventure des X-Men. Le comics est sorti avant qu'il écrive son scénario, il peut l'avoir lu, mais impossible de le démontrer. Pour l'anecdote, lorsque Bryan Singer réalisa le film Days of Future Past, il consulta James Cameron pour l'aider à régler un problème de scénario en lien avec le voyage dans le temps. Mais je n'ai pas trouvé de précision sur ce que James Cameron a apporté au scénario. Alors vous me direz, ils sont bêtes les auteurs de Days of Future Past, vu que Harlan Ellison a pu avoir une compensation financière, ils auraient dû tenter le coup. Et oui, c'est vrai après tout, pourquoi pas. Mais voici ce qu'a répondu John Byrne, dessinateur et co-scénariste de Days of Future Past, lorsqu'on l'a interrogé sur la ressemblance entre Days of Future Past et Terminator. Alors en résumant, il a dit c'est vrai que les deux récits se ressemblent, mais ça ressemblait également à un épisode de Doctor Who, Days of the Dalek. Et alors vous allez me dire, mais Days of the Dalek, ça raconte quoi du coup ? Ce run constitué de 4 épisodes raconte l'histoire d'un groupe de rebelles venant du futur, voulant tuer un ambassadeur durant une conférence de paix primordiale, afin d'empêcher que dans le futur, la Terre ne soit sous domination des Daleks. Ah effectivement, à nouveau on retrouve des éléments de trame se ressemblant, largement plus que pour le soldat. Et je vais vous dire mon ressenti personnel d'avoir parcouru toutes ces histoires pour essayer d'avoir le fin mot de l'histoire. D'abord, c'était très intéressant. Je ne connaissais que l'histoire des X-Men, qui est d'ailleurs l'histoire avec laquelle j'ai découvert les X-Men enfants. Mais, il faut bien l'avouer, tout cela montre surtout que les histoires, directement ou indirectement, s'influencent ou sont faites par des auteurs ayant les mêmes inspirations, les mêmes références, donc c'est normal d'y trouver des ressemblances. Parfois elles sont parfaitement assumées par les auteurs, et des fois non. En tous les cas, cela montre que James Cameron est totalement un auteur de son époque, puisqu'il a lui-même dit avoir regardé la série au-delà du réel, a eu son imaginaire influencé par ce type de récit. Après, tant qu'il ne déclarera pas officiellement « j'ai écrit Terminator en prenant référence sur ceci ou sur cela », nous devrons en rester sur des spéculations, qui restent ceci dit intéressantes puisque cela nous fait découvrir d'autres œuvres faisant partie de l'histoire de la science-fiction. Après, vous allez me dire, de toute manière Terminator utilise pas mal de thèmes classiques en science-fiction, ne serait-ce déjà que les histoires d'humanité sous le joug des machines, ou en lutte contre les machines. C'est un thème assez récurrent et je suis totalement d'accord avec vous. Même Dune se passe dans un univers se déroulant après un événement très marquant, le djihad butlérien, qui vit la guerre contre les machines qui avaient mis sous domination les humains, et Matrix parle du même sujet. Même si les thématiques abordées se révèlent assez différentes, il est clair que Terminator s'inscrit dans une longue tradition de récits de science-fiction. D'ailleurs, concernant les œuvres sur ce sujet, je ne peux que vous conseiller Le Cerveau d'Acier, un film qui raconte l'histoire d'un ordinateur surpuissant qui à la fin du film prend le contrôle de la planète. Le film date de 1970, et on pourrait quasiment, si ce n'est que du coup les années ne correspondent pas, considérer que c'est l'histoire du début de la guerre contre les machines dans Terminator. D'ailleurs, concernant ces machines, dans l'histoire qui nous intéresse, on est clairement dans une mise en garde, pour ne pas dire plus, de la haute technologie, et particulièrement l'évolution des machines intelligentes, présentées clairement comme l'annonce de l'apocalypse sur les humains. D'ailleurs, il est temps de s'attarder sur ce thème central du film, la guerre contre les machines. À travers ce thème, on joue bien sûr sur différentes thématiques et différentes paraboles, toutes plus intéressantes les unes que les autres. On oppose bien sûr ce qui est naturel par rapport à l'artificiel. La machine sans émotion est clairement montrée comme l'antithèse de l'humain, régie bien sûr par ses capacités de raisonner mais aussi par ses émotions et son empathie. Et le froid Terminator finit par perdre face à la passion de deux êtres humains qui s'opposent à lui. La symbolique se révèle assez limpide. Bien sûr, le Terminator aurait pu être autre, ce que confirmera la suite, mais justement, on joue sur d'autres thématiques. Ici, le Terminator, bien que d'apparence humaine, n'est pas très naturel dans son comportement. Il est un outil créé dans un but de destruction, à l'opposé par exemple des robots d'Asimov régis par les 3 lois de la robotique. Il est dans sa conception une totale opposition à un idéal humain d'entraide et de compassion, de plus en plus affirmé au fur et à mesure qu'on le découvre de plus en plus artificiel. Ce qui est terrible, si je puis dire, c'est que cette créature est une création des humains. Dans la continuité du récit de Frankenstein, l'humanité a créé son propre némésis suite à une escalade dans la volonté d'être le plus fort militairement, allant jusqu'à confier l'arsenal nucléaire à une intelligence artificielle. Alors, est-ce que vraiment l'avenir qui nous est réservé est un affrontement avec les machines ? N'étant pas devin et n'ayant pas pris ma dose d'épices ce matin, je vous avoue que je n'ai pas plus d'expertise que la plupart des personnes sur le sujet. Après, il est vrai que quand des personnes telles que Stephen Hawking mettent en garde contre les intelligences artificielles, ça amène à se poser des questions. Bon, en même temps, Stephen Hawking était un astrophysicien, pas du tout un spécialiste de cette question, donc méfions-nous quand même de ne pas tomber dans un biais d'autorité. Personnellement, je me tournerai plutôt vers des personnes travaillant dans les IA, et je prendrai par exemple comme référence une chaîne YouTube comme Science for All, qui est une chaîne qui parle régulièrement avec expertise sur ce sujet, dans lequel on peut dire qu'elle met en garde sur les IA. Alors ça n'annonce pas une future guerre déclenchée par un super cerveau, mais disons que ça pousse à réfléchir sur l'utilisation de ces IA qui en vérité n'en sont qu'à leur balbutiement. En tous les cas, James Cameron a profité de la mise en avant ces dernières années du développement très médiatisé des IA, et de leur utilisation militaire, entre autres, pour rappeler la mise en garde que constitue son œuvre. Après, de là à imaginer que cela puisse avoir un quelconque impact, j'avoue être dubitatif. Mais comme le sujet est en pleine évolution actuellement, difficile de faire des spéculations. Mais c'est au minimum intéressant de mettre l'actualité des dernières années sur l'évolution robot-IA en parallèle avec l'œuvre de James Cameron, et bien sûr sur les autres œuvres abordant le même sujet.
Pour l'exemple, je prendrai 2 éléments prédictifs du film pour en montrer la pertinence. Il y a la capacité du Terminator à remplacer quelqu'un en l'imitant vocalement et en pouvant recréer une discussion qui fait illusion. Voilà, aujourd'hui, c'est acquis. Les IA peuvent faire cela. Plus flippant, et je vous conseille la vidéo d'AstronoGeek qui détaille cela, en 1985, l'URSS a mis au point un système automatisé de lancement de leur arsenal nucléaire qui semble-t-il serait toujours en service. Alors ce n'est pas Skynet, mais ça n'en est pas plus rassurant pour autant, surtout que l'informatique est forcément ultra présente dans le militaire d'aujourd'hui. Alors bien sûr, au-delà des IA, l'histoire pose la question de savoir si nous n'allons pas créer notre propre destruction, si nous ne posons pas des limites à notre développement dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire. On le voit d'ailleurs actuellement où le bouleversement écologique en cours est totalement lié à un développement humain trop intense, et l'on voit bien la difficulté à poser comme limite la simple prise en compte des conséquences négatives de nos actions. Et d'ailleurs concernant les IA, j'ai été assez étonné de voir avec quelle rapidité des lois ont été mises en place pour limiter certains usages. Comme si pour une fois on avait fini par se dire qu'anticiper les conséquences avant qu'il ne soit trop tard serait après tout une bonne idée. Mais bon, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, donc je ne m'étalerai pas dessus. Autre thème essentiel de Terminator bien sûr, c'est le voyage dans le temps, qui comme le thème de guerre contre les machines, est tout aussi important en science-fiction puisqu'il fait même partie des thèmes fondateurs de ce genre. La machine à explorer le temps de H.G. Wells ayant même été écrit alors que ce genre n'avait pas encore son nom officiel. Et d'ailleurs, il est à noter que Terminator est dans les pas du roman d'H.G. Wells en s'inscrivant dans les récits de voyage dans le temps pessimistes quant à l'avenir de l'humanité. Même si Terminator laisse quand même un peu d'espoir avec la victoire annoncée des humains dans le futur, mais à quel prix ? En effet, les 2 récits s'inscrivent dans une science-fiction permettant grâce à un voyage dans le temps de voir un futur post-apocalyptique, et d'une certaine manière, les 2 récits se posent comme une mise en garde. Alors, certainement plus philosophique et politique chez H.G. Wells, mais qui n'en reste pas moins impactante chez Cameron, même s'il reviendra dessus sur la suite, mais ce n'est pas le sujet ici. Ce que j'apprécie avec ce genre de récit, c'est qu'on ne va pas chercher à atténuer le propos, même s'il y a une notion d'espoir dans Terminator. Sarah Connor porte même littéralement le futur de l'humanité en elle, avec une symbolique assez marquée, puisque John Connor possède les mêmes initiales que Jésus-Christ. Mais ça, j'en reparle plus tard. Malgré tout, le futur est sombre, la fin du film est claire là-dessus. Le destin est inéluctable, il y a un message fort sur la destinée, porté par un élément qui m'intéresse particulièrement, la boucle temporelle fonctionnelle que forme le récit. Il faut que je m'explique un peu sur le sujet. Les voyages dans le temps, je viens d'en parler, c'est donc un thème plus que récurrent en science-fiction. Mais, vous en avez certainement déjà entendu parler, ou vous l'avez peut-être déjà observé par vous-même, énormément, en vérité la majorité, des récits de voyage dans le temps ne fonctionnent pas. Pour une raison assez simple, c'est qu'il y a une modification de la ligne temporelle qui est créée, et donc, cela pas un problème. Et on explique souvent cela par le paradoxe du grand-père. Alors le paradoxe du grand-père s'explique facilement. Si je remonte dans le passé pour tuer mon grand-père avant qu'il ne soit père lui-même, je peux pas exister. Donc si je n'existe pas, je ne peux l'avoir tué. Donc je vais pouvoir exister, et donc le tuer. Et donc je ne peux pas exister, donc le tuer. Donc je vais pouvoir exister. Donc non, oula, le bordel. Enfin, vous voyez, c'est sans fin, à moins d'avoir 2 mondes parallèles et de créer une boucle reliant les 2, ça ne fonctionne pas. On est clairement dans ce qu'on appelle un paradoxe. Autre exemple, donné plus haut, donc justement sa boucle de revenir sur lui, c'est l'épisode L'homme qui n'est jamais né. L'histoire est totalement paradoxale. Alors le final est vraiment pas mal. Voir la femme qui se retrouve seule, puisqu'ayant modifié le passé, son compagnon ne peut plus exister, ça donne vraiment un final marquant. Mais effectivement, s'il n'est jamais né, il n'a jamais pu remonter dans le temps pour aller la chercher. Mais du coup, il est né, donc a pu remonter le temps. Donc du coup, enfin en vérité, c'est simplement impossible. Donc après, à chaque auteur, selon là où il veut porter son histoire, les thèmes qu'il veut mettre en avant, de traiter le paradoxe de telle ou telle manière, ou de simplement faire comme s'il n'y en avait pas. Dans Terminator, le voyage dans le temps ne modifie pas la ligne temporelle. Au contraire, alors que les machines veulent tenter de modifier le passé, elles ne font que provoquer la naissance de John Connor. Car le temps étant déjà écrit, rien ni personne ne peut changer le déroulement des événements. Et j'avoue apprécier cette cohérence, même si cela donne un récit plutôt fataliste. Reprenons le récit avec un graphique pour bien voir. Mais non, c'est pas que j'ai peur que vous compreniez pas, c'est pour être plus clair. Mais si, je vous jure. Donc en 1984, un Terminator et Kyle Reese arrivent du futur. L'un pour éliminer Sarah Connor, l'autre pour la protéger. Sarah Connor survit bien. Rien n'indique, par les informations qu'on a, que les actions de Kyle Reese ou du Terminator altèrent le futur. Et bien au contraire, Kyle fait l'amour avec Sarah Connor, qui du coup tombe enceinte de John Connor. Enfin bon, vous voyez. Dans le futur, les machines attaquent l'humanité, et une résistance est menée par John Connor qui mène ce qui reste de l'humanité à la victoire. Acculés, les machines envoient donc comme dernier espoir un Terminator dans le passé pour éliminer Sarah Connor. Et John Connor envoie Kyle Reese. Il n'y a donc pas de contradiction. Le futur ne fait que confirmer le passé, ou l'inverse c'est comme on veut. À l'opposé de la suite qui du coup retombe dans le paradoxe du grand-père. Mais comme déjà dit, on ne développera pas ça ici. C'est fataliste, c'est certain, mais cela va totalement avec le ton du film. Notre destinée est implacable comme le Terminator. Il y a comme un mécanisme que nous ne contrôlons pas, vaincre le Terminator ce n'est finalement que temporaire. Et c'est la raison pour laquelle je préfère le premier Terminator à tous les autres. Sa boucle fonctionne, puisqu'il y a une continuité qui est rare dans ce type de récit. Pas de contradiction, pas de paradoxe, en tous les cas je n'en vois pas. Et si vous en voyez, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse beaucoup.
On peut, de ce point de vue, mettre Terminator et Retour vers le futur comme des antithèses totales en termes de récit de voyage dans le temps. Terminator est un récit sombre et fataliste, il y a une dose d'espoir bien sûr, mais le destin s'abat sur nos héros dont l'un se sacrifie pour espérer une victoire dans l'avenir. Et du coup c'est totalement logique d'avoir un récit ne modifiant pas les événements pour rendre meilleur le futur. La symbolique du Terminator, c'est que la vie peut être dure, voire très dure, mais qu'il faut toujours combattre et espérer, là où dans Retour vers le futur, on est avant tout dans un film de teenager, une aventure teintée d'humour où on doit montrer que l'on a son destin entre nos mains. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas raconter aux gens. Enfin bon, du coup, on ne se gêne pas pour modifier la ligne temporelle pour changer la vie de notre personnage central, même si du coup on a un récit totalement paradoxal bourré d'incohérences. Mais comme souvent, c'est la thématique qui domine. Ainsi, là où Retour vers le futur est avant tout une fable utilisant des éléments de science-fiction, Terminator est un pur récit de SF assumant totalement ses thèmes aussi peu glamour soit-il. Alors bien sûr, dans ce futur pessimiste, on a une très bonne description d'un futur post-apo où les humains se terrent pour survivre, n'étant plus que des parasites traqués par des machines implacables. Le post-apo, c'est aussi un grand genre de la science-fiction. Il a particulièrement pris une place importante après la Seconde Guerre mondiale, quand on a pris conscience que l'on pouvait véritablement créer l'apocalypse sur Terre avec les arsenaux nucléaires des blocs Est-Ouest. Bon, finalement, on ne l'a toujours pas fait. Aujourd'hui, on craint plus une catastrophe écologique. Quoi qu'il en soit, cette idée d'effondrement de la société, quelles qu'en soient les raisons, fascine. Surtout que l'histoire nous montre bien que d'anciennes grandes civilisations se sont effondrées, même si en vérité c'est dur de comparer à notre civilisation actuelle. Alors, est-ce notre avenir ? Déjà, je dirais que je ne l'espère pas. Ensuite, justement, on est sûrement fasciné par ce sujet, car qui peut vraiment savoir ce qui va arriver. Après, depuis le temps qu'on nous promet le grand jour de l'apocalypse, j'ai tendance personnellement à ne plus trop l'attendre. Surtout que si on se réfère à nombre de récits ou de soi-disant prédictions sérieuses sur le sujet, il y a bien longtemps que notre civilisation aurait dû s'effondrer ou être quasi éradiquée. Alors j'ai envie de dire, qui vivra verra. Pour revenir au personnage du récit, après avoir abordé les grandes thématiques, abordons l'évolution de Sarah Connor. J'apprécie beaucoup comment James Cameron l'a fait changer à travers toutes les épreuves qu'elle traverse dans le film. Pour en faire un personnage totalement différent à la fin, c'est très proche de ce qu'il fera avec Rose dans Titanic. C'est la rencontre avec un homme d'un autre monde qui va lui faire prendre conscience de sa vraie force, et dont le sacrifice fera d'elle une autre personne. En soi, c'est un schéma d'évolution connu, mais James Cameron l'a particulièrement bien traité avec Sarah Connor. Après, il y a une autre thématique dont j'avoue hésiter quant à l'importance à lui donner. Comme je l'ai dit plus haut, John Connor a les mêmes initiales que Jésus-Christ, et il deviendra le sauveur de l'humanité lors de l'apocalypse. Est-ce que James Cameron s'est seulement amusé à mettre en arrière-plan des références chrétiennes, ou est-ce que ça avait plus de sens pour lui? J'avoue ne pas trop savoir. J'ai lu qu'on pouvait voir l'annonce du futur par Kyle Reese à Sarah comme l'annonce de la naissance de Jésus par Gabriel à Marie. Et on peut dire que le père de John Connor est surnaturel, puisqu'il n'est pas censé exister à cette époque. Et si Sarah Connor n'est pas vierge, Kyle fait comprendre que lui si. Enfin bon, à moins d'être vraiment imprégné par la religion chrétienne, et il me semble assez difficile que ces références nous parlent. Mais bon, si vous avez un autre avis sur le sujet, je suis assez intéressé car j'avoue en tant qu'athée être assez dubitatif sur les liens avec le récit biblique. En tous les cas, comme on a pu le voir, et on peut mettre cela en parallèle avec des films comme Star Wars ou Alien, au-delà de s'être inspiré directement ou pas d'autres œuvres, Terminator est l'héritier de toute une culture de la science-fiction avec laquelle a grandi James Cameron. La grande qualité du film est de non seulement bien exploiter ces différents thèmes, voyage dans le temps, intelligence artificielle, monde post-apo, etc., mais surtout au final de rendre l'addition de tout cela cohérent au point d'être un modèle du genre. Effectivement, Terminator ne finit pas un happy end. Le méchant n'est vaincu que temporairement, mais malgré ce destin pessimiste et inéluctable qui pourrait laisser penser à un récit purement fataliste, où la morale serait qu'il ne sert à rien de lutter, bien au contraire, à l'instar de Kyle qui au final savait très bien qu'il ne s'en sortirait pas, James Cameron à travers ce récit donne une leçon de combat permanent, où le Terminator symbolise l'implacabilité du destin contre lequel nous devons continuellement lutter. Le Terminator, se relevant toujours, symbolise les éléments négatifs de la vie qu'il faut toujours combattre. Ainsi Sarah Connor affronte de terribles épreuves, comprend à quel point la vie peut être dure, et pourtant continue d'avancer malgré tout, nous donnant ainsi une énorme leçon de résilience. Je peux comprendre que cela ne plaise pas forcément à tout le monde, et qu'une grande fin en happy end soit bien plus galvanisante. Quoi qu'il en soit, je suis heureux qu'existe ce type de récit plus sombre, soit, mais donnant une histoire puissante et pleine de symbolique qui reste en nous après le visionnage. Et, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que j'aime dans la science-fiction. Merci à tous mes abonnés et à tous ceux qui font vivre la chaîne par leurs commentaires. N'oubliez pas que pour faire vivre une chaîne, il faut des likes, des commentaires et des abonnés. Alors je compte sur vous et à bientôt pour l'exploration d'une autre œuvre marquante de la science-fiction. Et d'ici là, levez les yeux. Ah non, c'est pas moi ça. Bon bah d'ici là, si quelqu'un de vraiment baraque et avec des lunettes noires frappe à votre porte, n'ouvrez pas. Bye bye.